Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout au long du mois de septembre, je vous propose de voir et de revoir les moments forts de la séance lors de la dernière session parlementaire, car tout au long du mois de septembre, les sénateurs sont absents du Palais du Luxembourg, car ils sont en campagne pour les prochaines élections sénatoriales qui se tiennent le 28 septembre prochain et qui permettront de renouveler la moitié de la Haute Assemblée. Place ce matin à une proposition de loi très concernante. Elle porte sur le développement et l'encadrement des stages. À l'initiative des sénateurs, de nombreuses améliorations ont été apportées au stage, avec notamment une augmentation de la gratification du stage qui est passée de 436 à 523 € par mois, une limitation du nombre de stagiaires qui doit être limité à 10% des effectifs d'une entreprise et également en limitant la durée des stages qui ne doivent pas excéder 6 mois. Tout de suite donc, retour aux discussions au Sénat début mai. 3 amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 1 rectifié bis qui est présenté par Madame Ferrand. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Le présent amendement concerne les modalités d'encadrement et d'intégration au cursus pédagogique des stages pour les élèves fonctionnaires et les élèves en formation pour l'obtention d'un grade de master. Les formations de certains corps de fonctionnaires comportent des stages ayant des modalités spécifiques, la longue durée par exemple. Les fonctionnaires en formation initiale ayant le statut de fonctionnaire stagiaire ne sont pas sujets au risque de précarisation des stagiaires qui fait l'objet de la présente proposition de loi. Par ailleurs, les stages longs en entreprise de ces futurs fonctionnaires leur permettent de mieux connaître les environnements avec lesquels ils seront amenés à travailler et sont donc à encourager. Il en est de même pour les élèves suivant une formation de niveau master dans tous les établissements de l'enseignement supérieur qui ne font pas partie de la population généralement sujette au risque de précarisation des stagiaires. Ainsi, permettre au conseil d'administration des établissements de l'enseignement supérieur de définir les modalités de stage facilitera une meilleure prise en compte de leurs spécificités et un décret risquerait d'introduire davantage de rigidité et de complexité dans le dispositif. Merci, chers collègues. Les amendements 71 et 72 sont présentés par Monsieur Savary. Peut-être présenter les deux en même temps. 71 ressemble terriblement à celui proposé par Françoise Férat, donc je considère qu'il est défendu. Quant au 72, il consiste à faire que on insère 2 alinéas après l'alinéa 11, notamment stipulant que les conseils d'administration de tous les établissements de l'enseignement supérieur définissent les modalités d'encadrement et d'intégration au cursus pédagogique des stages et des périodes de formation en milieu professionnel pour les formations de ces établissements donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de master. En effet, notamment pour les cadres, les stages à l'étranger, il peut y avoir des durées qui sont différentes d'un établissement à l'autre selon les différents cursus, bien entendu. Les étudiants accomplissent également parfois leurs années de master et ne sont pas forcément exposés à des conditions de stage identiques. Et les règles en vigueur sont en l'occurrence suffisantes pour garantir leurs droits. En conséquence, plutôt qu'un décret qui manquerait de souplesse, il serait préférable de permettre au conseil d'administration des établissements supérieurs d'encadrer eux-mêmes les modalités de stage de leurs étudiants inscrits en master afin de respecter la spécificité de leur formation. Donc cet amendement reprend l'esprit d'un amendement du rapporteur concernant la fixation du nombre de stagiaires suivis par un même tuteur et les souhaits exprimés par les représentants de la CPU lors de l'audition organisée par le rapporteur, prise en compte des auditions qui ont été faites. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission ? L'amendement donc de Madame Dini, numéro 1 rectifié,
Donc cet amendement vise à exonérer les établissements délivrant une formation de niveau master sur toutes les grandes écoles et ceux formant les futurs fonctionnaires des dispositions générales relatives à l'intégration des stages dans un cursus avec le même volume pédagogique minimal qui sera requis et la durée maximale du stage, en leur laissant la possibilité à chacun de les définir. À mon sens, cet amendement ne va pas dans la bonne direction. Tout d'abord, les élèves des écoles de la fonction publique et les périodes d'application qu'ils ont à réaliser durant leur scolarité ne sont pas dans le champ de la proposition de loi. En effet, ils n'ont pas proprement parlé un statut d'étudiant. Ce sont le plus souvent des fonctionnaires stagiaires ou à Polytechnique, des élèves officiers, et qui ont vocation à être titularisés au terme de leur scolarité dans un corps de la fonction publique et sont donc rémunérés comme tels. De manière plus générale, je ne pense pas qu'il faille s'affranchir de la durée maximale de 6 mois par stage. Au-delà des apports pédagogiques sont limités, mais ils peuvent se substituer à un emploi salarié. Si on fait une exception pour les grandes écoles, pourquoi la refuser pour d'autres cursus? Donc c'est un avis défavorable de la Commission. Et les deux amendements 71 et 72 sont identiques. Ils redécoupent l'amendement de Mme Dini en deux amendements. Donc c'est un avis défavorable pour les trois. Merci. Madame la Ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Le gouvernement partage les arguments développés par monsieur le rapporteur, puisque les stages de fonctionnaires stagiaires, même s'ils portent le nom de stage, sont en fait une période probatoire prévue par les statuts particuliers pour une application des lois de 1983 et 1984 pour la fonction publique et qui doivent permettre ensuite la titularisation dans un corps de fonctionnaires. Ils ne sont absolument pas concernés donc par cette proposition de loi. En ce qui concerne les masters, on sait que lorsque la période de stage excède 6 mois pendant un master, cela équivaut à un test de pré-embauche et c'est pourquoi nous ne pouvons pas, nous avons choisi de ne pas autoriser de dérogation pour les masters. C'est contraire à l'esprit de la définition du stage telle qu'elle est conçue d'ailleurs par les partenaires sociaux et partagée par la CPU. C'est pourquoi je suis un peu surprise de vos propos, parce que nous avons fait tout ça en accord avec l'ensemble des acteurs, et ils ne souhaitaient pas que nous élargissions au-delà de 6 mois la période de stage pour les masters. Donc avis défavorable, effectivement, pour les 3 amendements. Merci. Madame Ferrara, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, je suis assez gênée parce que je ne suis pas l'auteur de cet amendement et cela m'ennuie beaucoup d'avoir une position tranchée. Simplement, j'entends ce que dit Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, et j'ai le sentiment que voilà, ce problème est déjà pris en compte par ailleurs et de ce fait, je retire mon amendement. Merci. Chers collègues, même chose. Les amendements sont retirés. Nous en arrivons à l'amendement numéro 8 qui est présenté par Monsieur Desessard. Que le stage soit bien au service d'un projet pédagogique, la présente proposition de loi propose d'établir un seuil minimal de formation que l'étudiant doit effectuer avant de bénéficier d'une convention de stage. Cette mesure a un double avantage. D'une part, lutter contre les offres de formation factices, notamment sur Internet, qui proposent aux étudiants, dans la réalité, d'acheter une convention de stage sans leur fournir le moindre enseignement. D'autre part, limiter les pratiques de certaines universités qui proposent des diplômes dont la seule utilité est d'ouvrir le droit à une convention de stage. Donc nous sommes d'accord avec le principe défini dans cette proposition de loi. Toutefois, le seuil minimal de formation est renvoyé à un décret. Nous considérons que le seuil peut être défini dans le texte à 200 heures. 200 heures de formation, c'est seulement 2 mois et demi de formation, à raison de 20 heures par semaine. Ce chiffre nous semble raisonnable et adapté pour lutter efficacement contre les offres de formation factices. Donc voilà, l'amendement propose de préciser aujourd'hui le seuil minimal de formation qui correspond à l'esprit de la proposition de loi. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. Monsieur Desessard nous propose de fixer à 200 heures le volume pédagogique minimal de formation d'établissement qui doit accompagner un stage. Je rejoins cet amendement dans son esprit. Néanmoins, le renvoi au pouvoir réglementaire de la fixation de ce volume pédagogique minimal me semble justifié.
Tout n'a pas figuré dans la loi, en particulier des mesures d'application comme celle-ci, mais je suis certain que le gouvernement pourra nous apporter des précisions sur son intention, et c'est une demande de retrait de cet amendement. Merci Madame la Ministre. Quel est l'avis du gouvernement? Le gouvernement partage l'avis du rapporteur. Là encore, nous avons voulu que l'Assemblée le Sénat puisse voter en toute connaissance de cause. Donc, nous avons souhaité être transparents. Les négociations qui sont en cours nous amènent à proposer un volume de formation de 200 heures. D'au moins 200 heures. Ça peut être davantage, bien évidemment, mais minimum de 200 heures afin d'éviter effectivement les offres de formation alléchantes qui comportent assez peu de formation et quasiment que du stage et qui en général d'ailleurs ne sont pas gratuites en ce qui concerne ces formations, mais vous les avez, j'imagine, tous à l'esprit, mais ça relève effectivement du niveau réglementaire et pour ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement, sinon je serai obligé d'émettre un avis défavorable. Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Nous en arrivons à l'amendement 108 rectifié bis présenté par Monsieur Savary. Voilà un amendement qui va intéresser Madame la Ministre, bien entendu, puisqu'il vise à encadrer les organismes de formation et les établissements d'enseignement supérieur privé afin de parer à la vente de conventions de stage. Il s'agit d'insérer un article bien précis, comme quoi le rectorat et l'inspection académique effectuent au minimum un contrôle au sein des organismes de formation et des établissements d'enseignement supérieur privé, selon une régularité fixée par décret, afin de s'assurer de la bonne mise en œuvre des cours souscrits lors de l'inscription et des diplômes associés aux enseignements. Et pour mieux les convaincre, il est proposé une amende administrative. En effet, c'est l'objet de cet amendement, certains établissements d'enseignement supérieur privé, libres, ou certains organismes de formation peuvent, sur demande, délivrer une convention de stage d'une durée de 1 à 6 mois dans plusieurs secteurs d'activité. Et les faits révèlent que le délai d'obtention de convention de stage est court et le stage peut commencer immédiatement, moyennant d'importants frais relatifs à l'achat des dites conventions, dissimulés sous des inscriptions à des formations au sein de ces établissements. Donc c'est véritablement un amendement qui consiste à encadrer les mauvaises pratiques. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? La commission partage avec les auteurs de cet amendement l'idée qu'il faut renforcer les contrôles à l'égard de certains organismes qui, dotés seulement d'une boîte aux lettres, vendent des conventions de stage. Néanmoins, je ne sais pas comment articuler cela avec le principe fondamental de la liberté de l'enseignement supérieur. Je ne suis pas certain non plus que l'inspection académique ait la capacité juridique d'infliger des amendes administratives. En la matière, les vraies escroqueries relèvent de la répression des fraudes plus que du contrôle pédagogique. Il a semblé nécessaire à la Commission de demander l'avis du gouvernement afin qu'il nous précise les initiatives qu'il pourrait prendre pour lutter contre ces officines. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? En fait, l'objet de l'amendement qui est de mettre fin à des pratiques plus que douteuses, nous le partageons. Mais les dispositions prises dans la loi, et en particulier l'existence d'un volume de formation minimum, permet déjà de répondre à et d'empêcher ces pratiques frauduleuses. Par ailleurs, ça pose tout de même un problème que de transformer les services administratifs du rectorat, qui sont des services de contrôle, en des services en quelque sorte de police qui mettraient des amendes. Je crois que ça n'est pas du tout conforme aux compétences des rectorats. Et encore une fois, l'objet, puisqu'il faut regarder le fond des choses, l'objet, c'est d'empêcher les pratiques frauduleuses et on les empêche en mettant un certain nombre de dispositions qui font qu'elles ne pourront plus avoir lieu. Et naturellement, pour les inspections, nous y sommes, et pour la fréquence des inspections, nous y sommes tout à fait favorables. Donc pour toutes ces raisons, je propose le rejet de cet amendement. Merci. Monsieur Savary, pour explication de vote. Je voudrais, Madame la Ministre, permettez-moi d'insister, mais rappeler que s'il est proposé une amende administrative, il n'est pas dit que ce soit le rectorat qui en ait la charge. Je
crois que le rectorat et l'inspection d'académie, effectivement, doivent contrôler, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'organismes dits bidons, en somme, qui vendent des stages à des prix parfois prohibitifs, et nos étudiants en sont les premières victimes, quoi. Enfin, les stagiaires, hein, soyons précis dans les vocabulaires. C'est pas précisé que c'est l'inspection d'académie ou le rectorat. Donc, je crois qu'à chaque administration a ses propres responsabilités. Il appartient au rectorat, à l'inspection d'académie, d'avertir le ministère concerné, j'en sais rien, moi aussi c'est l'inspection du travail ou je ne sais qui doit vérifier que la pratique est ou non frauduleuse. Hein. Par contre, ça pourrait mettre fin à quelque chose qui nous a été largement signalé, qui est cette pratique de vente de stages, parce qu'on sait que des stages sont obligatoires, donc on peut trouver sur des organismes plus ou moins bienveillants, ou plutôt malveillants, qui exploitent, je dirais, nos stagiaires, parce qu'ils sont confrontés aux difficultés que l'on a déjà largement évoquées. C'est la raison pour laquelle, Madame le Ministre, je pense que cet amendement peut être voté sans état d'âme. Merci, chers collègues. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. 12 amendements font l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par l'amendement 73, qui est présenté par Madame Procaccia. Oui, cet amendement vise tout simplement à rétablir la rédaction de l'article L. 612-2 du Code de l'éducation telle qu'elle était prévue dans la loi Cherpion de 2011. On se demande pourquoi on rédige une nouvelle loi qui renvoie à beaucoup de décrets, alors qu'il aurait suffi que les décrets prévus dans la loi Cherpion soient pris. Ils n'ont pas été pris. Loi de 2011, certes, en partie par le gouvernement précédent, mais pas non plus par le gouvernement actuel. Cet amendement vise à revoir les dérogations possibles de la durée maximum de 6 mois, parce que dans un certain nombre de formations, et elles nous ont écrit, et elles ont dû vous écrire, il y a des formations qui sont prévues pédagogiquement et qui sont des formations de 8 mois. Donc il va falloir revoir tout le cursus pédagogique d'un certain nombre de ces formations uniquement pour rentrer dans le cadre de la loi. C'est en particulier le cas du domaine social. Et d'ailleurs, dans la loi, Madame la Ministre, que vous avez défendue il y a quelques mois, ces formations étaient bien reconnues pour avoir des durées de 9 mois. Là aussi, vous m'avez répondu en aparté qu'il y aurait des avancées, mais qu'en est-il pour les années de césure? Des années de césure qui existent à la fois dans les grandes écoles, mais qui existent aussi dans les établissements publics d'enseignement supérieur, qui nous ont dit accorder systématiquement l'année de césure quand un étudiant la demandait pour aller effectuer effectivement des stages. Et enfin, dernier élément de cet amendement, de supprimer la disposition transitoire de 2 ans qui était prévue dans la proposition de loi, parce qu'elle serait dommageable à tous les publics que nous avons cités. Merci, chers collègues. L'amendement 43 rectifié, présenté par Monsieur Barbier. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, effectivement, je crois qu'on aborde le problème de cette rigidité qu'entraîne la fixation de 6 mois de la durée des stages. Et tout d'abord, cet amendement 43 fait partie d'une série d'amendements qui sera présenté en vue d'exclure les périodes de formation en milieu professionnel réalisées dans le cadre de l'alternance scolaire des dispositions de la proposition de loi. Ces dernières, en effet, sont inadaptées à l'alternance scolaire en matière de durée maximale, puisque la période de formation et les enseignements sont effectués simultanément sur une année scolaire. Ainsi, la durée maximale de 6 mois est automatiquement dépassée. Le présent amendement, il a été évoqué le problème des maisons familiales rurales, notamment des stages en matière agricole ou en matière de formation de service à la personne. Le présent amendement vise à tenir compte de cette spécificité de ces formations.
Je présente le suivant, monsieur. Absolument. Le deuxième, ça concerne l'enseignement supérieur, puisque la loi entend encadrer le recours abusif au stage en limitant à 6 mois la durée maximale de stage pour toutes les filières de formation. La loi de 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, Madame la ministre, adoptait une approche plus équilibrée de cette limitation en prévoyant des exceptions fixées par décret pour tenir compte des spécificités de certaines filières de formation. Ce texte tire un trait sur cette possibilité, apparemment. Au lieu d'adapter le stage à la formation, ce qui aurait été plus logique, c'est la formation qui doit s'adapter aux dispositions relatives au stage. C'est un peu curieux. Or, cette généralisation est dangereuse pour toutes les formations dont la pratique occupe une large place dans le cursus. J'ai déjà cité en DG la psychologie, où seule une pratique importante permet d'acquérir les compétences indispensables afin de préparer les étudiants à exercer ce métier. En outre, cette proposition de loi met en péril, ça vient d'être évoqué par Catherine Procaccia, les années de césure proposées par les écoles de commerce ou certaines écoles d'ingénieurs. Le présent amendement propose ainsi de porter la durée maximale du stage à 1 an pour tenir compte de ces spécificités. Je sais que c'est un peu difficile par rapport au test que vous présentez, mais je crois qu'on rencontrera beaucoup de difficultés dans certaines filières dans cette affaire. L'amendement 38, je le présente aussi, Monsieur le Président, si vous voulez. Oui, vous tolérez une petite pause. Non, non. Pour les raisons que j'ai évoquées donc, dans la présentation de cet amendement, je proposerai d'établir les dispositions en vigueur relatives à la durée maximale des stages tels qu'ils résultent de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Les exceptions à la durée maximale de 6 mois seront ainsi fixées par décret pour les formations dont les spécificités requièrent une durée de pratique supérieure. En outre, il me semble nécessaire de consulter les filières de formation, ça a été évoqué précédemment sur un autre problème, concernant ces dérogations. Ces filières sont plus à même de juger du poids de la pratique au sein de la formation. Tel est l'objet de la présente amendement numéro 38. Merci, cher collègue. Nous revenons donc au 144. Il est présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la Commission. C'est un amendement de coordination. Et donc, nous enchaînons sur 2 amendements identiques. Le premier est le 100 par Monsieur Marseille. Il n'est pas défendu. Le deuxième, le 127 rectifié, est présenté par Monsieur Savary. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un amendement qui vise à renforcer la qualité des stages et notamment en renforçant les échanges entre l'établissement d'accueil et l'établissement de formation. Effectivement, en vertu de la loi sur l'enseignement supérieur et la recherche de juillet 2013, tout élève et étudiant ayant achevé son stage transmet au service de son établissement d'enseignement chargé de l'accompagner un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Il est donc souhaitable que l'organisme d'accueil du stagiaire soit rendu destinataire de ce document afin qu'il puisse en tenir compte dans sa politique de stage et assurer une qualité que l'on recherche à travers ces stages de formation. Merci, cher collègue. Nous en arrivons au 33 rectifié. Monsieur Le Scornac. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Là encore, il faut voir dans cette proposition un amendement qui tend à conforter les stages en entreprise en réaffirmant le fait qu'ils ne doivent être dédiés qu'à compléter par l'immersion et la pratique professionnelle des compétences théoriques censément dispensées à l'université. On sait que cela n'est pas nécessairement toujours le cas et les exemples sont nombreux malgré les évolutions législatives déjà intervenues d'étudiants inscrits dans des diplômes fantômes dans le seul but de bénéficier d'une convention de stage. Afin de remédier à cette situation, nous proposons de préciser dans la loi que la durée du stage ne peut pas excéder la durée de la formation pédagogique qui, en quelque sorte, lui sert de support. Il s'agit d'éviter le cas de formation universitaire composée de seulement quelques semaines de cours éparses dans l'année qui permettent aux écoles et universités d'engranger des frais d'inscription parfois importants pour des dépenses pédagogiques et de fonctionnement faibles, voire parfois nulles,
qui donne l'impression que les établissements d'enseignement se prêtent au contournement de la loi. Je vous remercie. Merci. L'amendement 75 rectifié est présenté par Madame Bruguière. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. Le droit actuel fixe le principe d'une durée maximale de stage à 6 mois. Cet amendement, évidemment, vise à prévoir une exception pour la pratique de l'année de césure en précisant bien que celle-ci ne pourra dépasser 12 mois. Il s'agit bien de prendre en considération une pratique courante des établissements d'enseignement supérieur, tels les grandes écoles et universités, qui permettent ainsi à leurs étudiants d'enrichir leur expérience en menant à bien un projet professionnel ou en effectuant 1 ou 2 stages à l'étranger. Cette période représente un formidable atout pour ces jeunes qui bénéficient alors d'une grande mobilité intellectuelle et physique du fait de l'absence de contraintes familiales. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement 40 rectifié est présenté par Monsieur Barbier. Merci. L'amendement 6 est présenté par Monsieur Desessard. Tout d'abord, Monsieur le Président, je vais faire un compliment à la séance, parce que mon amendement 6 est lié à l'alinéa 62, et puis j'ai des amendements ensuite qui sont des alinéas 19, 40. Alors je disais, comment ça se fait que je traite le 62 en avant? Et j'ai compris cela lorsque j'ai vu que Mme Procaccia, dans un de ses amendements, traitait de l'alinéa 62. Et j'ai dit quand même, la séance, quel travail, quel travail. Être capable de voir que mon 62 doit être avant mon 40 parce que le 62 est cité dans un amendement de Mme Procaccia qui lui-même traite le 14. Donc ça, formidable. Quel talent. Ouais. La séance, merci. Vraiment, quel beau travail. Bon. Cela étant dit, j'en reviens à mon amendement, numéro 6, pour l'alinéa 62, mais vous l'avez compris. La proposition de loi prévoit de limiter les stages dans le temps en fixant une durée maximale de 6 mois au sein d'une même structure. Cette disposition est très positive pour lutter contre les emplois déguisés en stage ou les faux stages. Pour assurer aux entreprises recourant régulièrement aux stagiaires une période de transition, de mise en application de la présente loi, il est prévu un délai de 2 ans. Pourquoi 2 ans? Il semblerait qu'1 an est suffisant pour pouvoir s'organiser. Donc, on propose que le délai de mise en application soit réduit à 1 an par cet amendement, plutôt que les 2 ans qui sont proposés dans la proposition de loi. Je n'ai pas trouvé mieux, désolé. Voilà, donc on veut réduire le temps de mise en application de 2 ans à 1 an. Merci, chers collègues. Et enfin, l'amendement 74, présenté par Madame Procaccia. Eh bien, pour des raisons tout à fait inverses à celles de M. Jean Desessard, nous proposons que ce soit 3 ans, tout simplement parce qu'il s'agit de pédagogie et de maquette de formation. Et que comment demander à un cursus et à des enseignants de modifier complètement sous prétexte qu'on a décidé de modifier la loi, alors en 1 an, n'en parlons pas, 2 ans c'est déjà court, sans compter qu'un cycle de formation dans l'enseignement supérieur, le premier cycle c'est 3 ans, ça permettrait tout simplement, si la loi est votée en tant que telle, de laisser un petit peu le temps aux formations de pouvoir s'ajuster, puisque de toute façon vous prévoyez par décret des dérogations, une liste de dérogations, et je suis sûr qu'au bout des 2 ans il y aura encore d'autres dérogations qui devront apparaître parce qu'il y aura des problèmes. Alors laissons les enseignants revoir les maquettes pédagogiques et laissons un peu de temps pour mesurer toutes les dérogations nécessaires à cette loi qui en supposera beaucoup. À défaut, elle tuera un bon nombre de stages et un bon nombre de formations. Merci, chers collègues. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la commission? Sur l'amendement 73. Donc, comme nous l'avons déjà expliqué, la Commission est opposée à l'instauration de dérogation à cette durée de 6 mois.
La période transitoire de 2 ans prévue par le texte permet de modifier les formations sur lesquelles cette règle aurait un impact. Une fois encore, l'apport pédagogique de stages allant jusqu'à 1 an n'est pas une évidence. Quant aux années de césure, qui par définition ne font pas partie en tant que telles d'un cursus, mais constituent une interruption de celui-ci, le stage n'est peut-être pas la forme juridique adaptée pour une expérience professionnelle de plus de 6 mois. On peut penser au VIE à l'étranger ou bien même à un CDD, même si on nous a fait savoir que dans certains pays, ça pouvait poser quelques problèmes. L'autre solution consiste en la réalisation de 2 stages de 6 mois, ce qui enrichit bien plus le CV de l'étudiant. Donc la Commission a émis un avis défavorable sur le 73. Sur le 43 rectifié de M. Barbier, donc ne pas imposer une période de formation au milieu professionnel de l'enseignement secondaire, une limitation de leur durée à 6 mois. Cet amendement souhaite autoriser les PFMP de plus de 6 mois. J'ai du mal à imaginer à quelle formation de l'enseignement secondaire cela pourrait s'appliquer, puisque même dans des cas extrêmes, il n'y a jamais plus de 60 semaines de PFMP pour un cursus de 3 ans. Ce plafond de 6 mois, qui fait déjà partie du droit en vigueur, ne les gêne aucunement. De plus, il n'est pas souhaitable que de telles périodes durent plus de 6 mois. Quelle sera alors la place pour les enseignements théoriques délivrés dans l'établissement d'enseignement? C'est donc un avis défavorable. Sur le 39 rectifié. Voilà, je vais essayer de... Le 39 rectifié, donc, qui souhaite porter à 1 an la durée maximale autorisée pour un stage. Bon, c'est un avis défavorable, je ne vais pas argumenter à nouveau. Hein. Bon. D'ailleurs, c'est contraire à l'accord qui a été signé, l'accord national interprofessionnel, je le rappelle à mes collègues, hein, par les partenaires sociaux unanimes en 2011. C'est bon à rappeler, me semble-t-il. Le 144, c'est des coordinations. Le 38 rectifié. Autoriser les dérogations à la durée maximale de 6 mois, toujours pour un stage, à la suite d'une concertation avec les filières concernées. Cet amendement propose de maintenir la rédaction actuelle du code issu de la loi ESR, tout en la complétant par une concertation avec les filières concernées. Cela ouvrira la voie à de multiples régimes différents, fragilisant la cohérence d'ensemble du dispositif. C'est contraire à l'esprit de la proposition de loi, donc la Commission a émis un avis défavorable. Alors, le 127 rectifié est à peu près identique à celui de M. Marseille qui n'a pas été défendu. Alors, si on comprend l'intention de l'auteur de l'amendement, moins le contenu de cet amendement. En effet, il propose que le document d'évaluation d'un stage réalisé par un étudiant ne puisse être conservé au-delà de la délivrance de son diplôme. Quel est l'intérêt? Au contraire, c'est lorsque les évaluations de plusieurs stages différents dans un organisme ont été réunies par le service chargé de l'orientation d'un établissement d'enseignement qu'il sera possible d'avoir une idée précise de la qualité de l'accueil des stagiaires dans cet organisme. Supprimer progressivement ces rapports de stage va contre la logique de ce processus. Quant à la mission de l'enseignant référent, elle est bien de jouer un rôle de médiateur et d'interlocuteur du stagiaire et du tuteur en cas de difficulté. Nous avons souhaité que chaque établissement d'enseignement, dans le respect de son autonomie, puisse la préciser. La situation est différente selon les formations et les métiers. Je ne crois donc pas que c'est à la loi de l'obliger à prendre contact avec l'organisme d'accueil en cas de problème. La Commission a émis un avis défavorable. Le 33, alors, c'est interdire des durées de stage supérieures à celles de la formation délivrée par l'établissement d'enseignement. C'est Mme Cohen. En confirmant l'institution d'un volume pédagogique minimal significatif accompagnant tout stage, cette proposition de loi porte un coup sévère à toutes les structures qui vendent des conventions de stage ou aux diplômes universitaires dépourvus de contenu pédagogique. Je ne pense donc pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin. C'est un avis défavorable. Le 75 rectifié. Alors, autoriser des stages de 12 mois pour les années de césure. Nous avons déjà expliqué, et j'ai expliqué que je ne suis pas favorable à cette mesure. Un stage de 12 mois réalisé par un étudiant en cours de master qui a déjà un haut niveau de qualification peut éviter à l'entreprise d'embaucher un salarié. Quant à la définition et la régulation de l'année de césure, qui a, il est vrai, connu un développement rapide ces dernières années, je crois que le ministère est actuellement en train de travailler sur ce sujet. Peut-être que Mme la ministre pourra nous apporter quelques précisions. En tout état de cause, la Commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Alors, c'est un amendement de conséquence, donc c'est un avis défavorable, bien sûr. Alors, le 6 et le 74, il y aura un avis défavorable pour les deux, puisque celui de M. Desessard veut descendre à 1 an, celui de Mme Procassia veut monter à 3 ans. Nous suggérons de rester à 2 ans. Donc, avis défavorable pour les deux. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du Gouvernement? Merci, Monsieur le Président. Alors, sur l'amendement numéro 73,
Tout d'abord, je voudrais rappeler que l'interdiction des stages de plus de 6 mois est une disposition issue d'un accord entre les partenaires sociaux. C'est l'année du 7 juin 2011 qui a été repris par la loi Cherpion du 28 juillet 2011. Malheureusement, la loi du 28 juillet 2011, comme je l'avais dit en préambule, avait prévu des exceptions très larges à cette règle. Et ces exceptions avaient vidé la loi de son contenu parce que les dérogations étaient tellement larges que finalement, la loi ne s'appliquait quasiment plus. Ces exceptions concernaient notamment les stagiaires qui interrompent momentanément leur formation afin d'exercer des activités visant exclusivement l'acquisition de compétences en liaison avec cette formation, et concernaient aussi les stages qui sont prévus dans le cadre d'un cursus pluriannuel de l'enseignement supérieur. Bref, on avait une définition extrêmement large, et la PPL propose donc de supprimer ces exceptions pour donner toute sa portée à l'interdiction des stages de plus de 6 mois, en maintenant cependant une exception temporaire, cela a été dit, pour des formations nécessitant une réingénierie, l'élaboration de nouvelles maquettes. Ce sont les 14 formations prévues et vues en concertation avec le ministère des Affaires sociales et de la Santé. Les maquettes peuvent être modifiées pour 2015, donc on pourra appliquer la loi à la rentrée 2016, puisque les états généraux de l'action sociale sont encore en cours. Par ailleurs, nous avons l'accord de l'association qui réunit l'équivalent de la CPU, si vous voulez, pour les IRTS, pour toutes les formations des travailleurs sociaux, qui nous a dit qu'en 2 ans, ils étaient capables de revoir ces maquettes de formation. En 1 an, ils ne le sont pas capables. 3 ans, c'est trop. Ils se sont engagés sur 2 ans. C'est pourquoi, encore une fois, nous n'avons pas fait une moyenne entre 3 ans et 1 an, mais c'est simplement le résultat de la concertation qui amène finalement à cette moyenne. Donc, pour ces raisons, l'amendement 73 reçoit un avis défavorable du gouvernement. Ensuite, il y a l'amendement 43 présenté par monsieur le sénateur Barbier et qui vise à exclure les PFMP de l'obligation de limite du stage à 6 mois. Il s'avère que nous nous sommes renseignés auprès de la DGESCO et qu'il n'y a aucune formation prévue par les lycées professionnels qui soit supérieure à 6 mois. La répartition la plus courante, c'est 6 semaines, plus 8 semaines, plus 8 semaines. Et donc, comme il n'y a pas a priori de formation de plus de 6 mois consécutifs, de fait, nous avons vraiment demandé à la DGESCO de chercher dans toutes les formations et ils n'en ont pas trouvé. De fait, votre amendement est sans objet. Pour ces raisons, nous émettons un avis défavorable. Ensuite, il y a l'amendement numéro 39 présenté par monsieur Barbier. Et qui évoque l'année de césure. Je vais peut-être répondre aux 2 amendements en même temps et à la suite de Madame Procaccia. L'année de césure, effectivement, est proposée par certains établissements. Le plus souvent, c'est une interruption volontaire des études par un étudiant, validée par l'établissement qui prend alors l'engagement d'accepter l'étudiant lors de sa reprise d'études. Cette année de césure, elle peut donner lieu à des expériences multiples, un tour du monde, un engagement humanitaire ou associatif ou une expérience professionnelle. L'année de césure n'est pas interdite, n'est pas empêchée par cette loi. Mais l'expérience professionnelle réalisée dans ce cas devra s'effectuer autrement que sous la forme d'un stage de plus de 6 mois. Ça peut être effectivement 2 stages de 6 mois dans 2 entreprises différentes ou 2 organismes différents, mais ça peut être aussi le recours au travail de droit commun, ça peut être aussi un VIE, ça peut être aussi un statut d'emploi civique. Bref, on a plusieurs statuts qui peuvent très utilement se substituer à celui de stage qui n'était pas vraiment adapté puisqu'il n'y a pas de formation qui l'accompagne. Et pour ces raisons, vos 2 amendements qui portent sur ce même point sont rejetés par le gouvernement. Ensuite, nous avons l'amendement légistique de monsieur Godefroy, du rapporteur, qui bien entendu fait l'objet d'un avis favorable. Ensuite, nous avons l'amendement numéro 38 et qui concerne... Favorable, je crois, mais non. Pardon? Ah non. Pardon? Non. Alors, excusez-moi. Non, j'avais cru comprendre que vous aviez déjà dit défavorable. Mais... Non, j'ai dit défavorable pour celui de Mme Procaccia qui évoquait l'année de césure. Le 127, oui, d'accord. Voilà. Donc, là, sur l'amendement numéro 38, j'en ai déjà parlé, en fait, ça concerne...
Voilà, ça concerne en particulier les formations sociales, le secteur social et médico-social qui a fait l'objet d'une concertation avec le ministère et les établissements concernés, donc l'UNAFORIS. Donc pour les mêmes raisons, avis défavorable. Ensuite, il y a l'amendement 127, voilà. Alors là, j'avoue que la procédure qui est proposée pour l'évaluation de qualité des stages me paraît excessivement détaillée et complexe pour être intégrée dans la loi. Dans la loi, nous avons indiqué dans la loi du 22 juillet 2013 sur l'enseignement supérieur et la recherche, il y avait eu 7 modalités, si j'ai bonne mémoire, qui concernaient les stages dans l'enseignement supérieur et qui prévoyaient effectivement qu'il fallait une évaluation qualitative et dont les termes soient fixés, en particulier par les responsables de formation. Et là, la procédure qui est proposée dans l'amendement me paraît bien trop détaillée pour être du niveau de la loi. Donc je pense qu'il faut aussi là, faire confiance aux établissements pour produire leurs propres modalités, sachant que la loi donne l'orientation de la qualité. Donc pour cette raison, avis défavorable. Ensuite, il y avait l'amendement numéro 33 proposé par Madame Cohen sur la limite de la durée du stage à la durée du volume de formation. Là, nous avons déjà de fait répondu en mettant un volume de formation minimum de 200 heures et qui nous prémunit contre les risques de stages apparemment alléchants et de fait quasiment frauduleux. Ensuite, l'amendement numéro 75, donc j'ai répondu, c'est celui-là, en fait, qui a un avis défavorable et qui concerne l'année de césure, qui encore une fois n'est pas menacée, mais qui peut utiliser bien d'autres dispositifs, et dont 2 stages dans 2 endroits différents. Ensuite, l'amendement numéro 40 de M. Barbier, j'ai déjà répondu, puisque c'est l'amendement de conséquence de l'amendement numéro 39, pour lequel le gouvernement a donné un avis défavorable. L'amendement numéro 6 de M. Desessard, là j'ai répondu également, puisque nous sommes entre le 1 an demandé, le 3 ans demandé, et que de fait les organismes responsables de ces formations eux-mêmes nous ont donné leur accord sur la durée de 2 ans pour refaire les maquettes de formation. Ensuite, l'amendement 74, donc voilà, j'ai répondu, donc c'est avis défavorable, et c'est tout. Absolument. Alors, nous revenons sur l'amendement 73. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 43 rectifié. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 39 rectifié, pas d'explication de vote, même vote. Même vote. L'amendement 144, pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Opposition. Il est adopté. L'amendement 38 rectifié, explication de vote, Madame Procaccia. Moi, je l'ai dit déjà en DG, j'ai du mal à comprendre que le gouvernement ne veuille pas engager des concertations avec les filières, excusez-moi, les filières concernées. On est toujours en train de prôner le dialogue social, se dire que dans un certain nombre de cas, on peut quand même aller discuter et voir avec les filières et les branches, me paraît totalement contradictoire avec la politique qui est soi-disant celle menée depuis 2 ans. Alors, je suis désolé, mais en fait, il tombe. Voilà. Ça a quand même permis à Mme Procaccia de s'exprimer. Mais en réalité, le 38 rectifié et le 127 rectifié tombent. Voilà, du fait du 144. Et nous passons donc au 33 rectifié. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 75 rectifié, pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Que ceux qui sont contre veuillent bien lever la main. L'amendement n'est pas adopté. Le 40 rectifié, même vote. Même vote. Le 6, il est retiré. Merci. Et le 74, maintenu.
Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. Alors, nous avons 17 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Nous commençons par le 61 rectifié bis. Je passe la parole à Charles Revet. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame le Ministre. Le principe d'une obligation de gratification au bénéfice des étudiants pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois ne souffre pas en lui-même de critique, malgré les difficultés évidentes qu'il soulève dans son application dans de nombreux secteurs, services de l'État, collectivités territoriales, secteurs de santé et autres similaires. Élargir à tous les élèves de l'enseignement professionnel, soit environ 1 million d'élèves, dont 150 000 de l'enseignement agricole inscrits en formation de CAP et de bac professionnel, l'obligation de gratification est dissuasive pour les maîtres de stage. Un jeune de 15 ans en CAP ne peut être mis sur le même plan qu'un étudiant en termes d'autonomie, d'appréhension des choses et d'apport à l'organisme d'accueil. Certaines enseignes pour l'accueil d'étudiants ont déjà pour politique de refuser tout stage de plus de 8 semaines. Comment imaginer que les services de l'État, les collectivités territoriales, les écoles, les crèches, le secteur sanitaire et social, et on y reviendra en général, gratifieront des élèves de CAP ou bac professionnel. Pour les élèves de l'enseignement professionnel, la gratification doit rester une faculté, mais ne peut constituer d'obligation. Merci, cher collègue. L'amendement 14 est présenté par Madame Cohen. Oui, Monsieur le Président, avec votre accord, je défendrai conjointement les amendements 14 et 16 qui portent tous deux sur la gratification des stagiaires. Alors que la législation actuellement en vigueur prévoit que les stages ouvrent droit au versement d'une gratification si leur durée est supérieure à 2 mois, la présente proposition de loi intègre une évolution certaine, bien que jugée insuffisante par les collectifs représentant les stagiaires. En effet, elle précise que cette gratification est due aux stagiaires à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel. Je l'ai dit, elle est positive, mais elle est insuffisante. Les employeurs les moins honnêtes trouveront des moyens de contournement, comme la signature de conventions de stage de 2 mois moins 1 jour. Bien entendu, il ne s'agit pas d'assimiler stage et contrat de travail, même s'il faut admettre que les stagiaires accomplissent des missions qui profitent tout de même aux entreprises. Au groupe CRC, nous sommes convaincus que la gratification des stages, y compris de courte durée, génère 2 avantages certains. Tout d'abord, les stagiaires pourront bénéficier d'une gratification dans tous les cas, ce qui, bien évidemment, est une mesure importante pour eux, même si cette gratification est insuffisante. Mais cette mesure permettrait également de limiter singulièrement les abus et les techniques de contournement dont j'ai fait mention, qui ne manqueront pas d'exploser demain. Quant à l'amendement numéro 16, il a pour sa part vocation à porter le seuil minimal de la gratification à une somme équivalente à 50% du SMIC. Là encore, cette proposition est portée par les représentants des étudiants et des stagiaires qui savent mieux que quiconque les difficultés financières que rencontrent ces mêmes stagiaires, particulièrement lorsque ces derniers n'habitent plus chez leurs parents. C'est pourquoi, à l'image de nos collègues du groupe GDR Front de Gauche à l'Assemblée nationale, nous sommes convaincus de l'importance de ces amendements pour enrichir cette proposition de loi. Donc nous faisons l'amendement numéro 15. Peut-être Madame Cohen, on enchaîne. Le 15. Il est retiré. L'amendement 145 est présenté par Monsieur le rapporteur pour la Commission des affaires sociales. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement abaisse l'obligation de gratification des stages pour l'enseignement supérieur à tous ceux d'entre eux de plus de 2 mois, tout en maintenant la durée minimale de 2 mois pour les périodes de formation en milieu professionnel de l'enseignement secondaire. Dans de trop nombreux cas, les entreprises font se succéder des stages de 8 semaines pour ne pas avoir à verser de gratification. Il est proposé de mettre un terme à de tels contournements de la législation qui constituent des abus. Si on peut estimer qu'un stage de découverte d'1 mois ne doit pas obligatoirement donner lieu à une gratification, après 1 mois passé dans l'organisme d'accueil, un étudiant de l'enseignement supérieur est sans nul doute en mesure de participer utilement à l'activité de celui-ci. C'est le sens de l'amendement que j'ai l'honneur de vous présenter. Merci. L'amendement 44 rectifié présenté par Monsieur Barbier.
entendu, du niveau d'études des stagiaires dans la détermination du montant de la gratification. Comme en matière de contrat d'apprentissage, le décret prévu par l'article 611 du Code de l'éducation, devenu 124.6, fixerait une grille permettant de faire varier la gratification selon l'année d'études en cours. Un tel amendement permettrait notamment de mieux valoriser les stages effectués en fin d'études, alors que les stagiaires exécutent des tâches qui s'approchent de celles des salariés. Merci, cher collègue. L'amendement numéro 11 est présenté par M. Desessard. Je pense que cet amendement doit avoir des similitudes avec celui qu'a présenté le rapporteur. Il concerne la gratification des stagiaires et la période d'indemnisation, ou plutôt quand commence l'indemnisation, puisque la législation actuelle prévoit que tout stage d'une durée minimale de 2 mois consécutifs ouvre droit à une gratification. Cette durée avait été abaissée il y a quelques années, mais on considère qu'elle est encore trop longue. En effet, on a constaté la multiplication des stages d'une durée de 1 mois et 29 jours, durée qui empêche l'ouverture au droit à la gratification. Cet amendement vise donc à ramener cette durée minimale de 2 mois à 4 semaines. Cette durée nous semble équilibrée. Elle permet de lutter plus efficacement contre les entreprises qui jouent avec les effets de seuil pour ne pas rémunérer leurs stagiaires. Elle permet de maintenir hors de l'obligation de rémunération les stages de découverte de 2 ou 3 semaines. À ce propos, nous avons été interpellés, mais je crois que c'est un débat qui viendra plus tard, par les maisons familiales au sujet de la rémunération de leurs stagiaires. Ces maisons accueillent en effet des jeunes pré-bac dès la 4e, qui alternent période scolaire et période de stage tout au long de l'année pour leur faire découvrir les métiers de l'agriculture, du commerce ou encore du tourisme. Leur durée de stage dépasse bien entendu le seuil actuel des 2 mois. La présente proposition de loi prévoit que les nouvelles dispositions s'appliqueront aussi bien aux étudiants qu'aux scolaires. Si la rémunération d'un stagiaire de supérieur qui contribue à l'activité économique de sa structure d'accueil est justifiée, on peut s'interroger sur la pertinence de rémunérer des jeunes en stage de découverte. Donc, la question est la suivante. Les maisons familiales et rurales seront-elles tenues de rémunérer ces jeunes stagiaires? C'est une question qui a été posée avant le repas. Nous devions recevoir un amendement, mais certainement qui va être... il est là. Donc, il a été remis? Ah, mais j'ai pas... Merci. Comment? Vous avez veillé à ce qu'il soit remis, et donc je vais en bénéficier de votre vigilance. Et donc, nous en débattrons plus tard. En tout cas, notre amendement propose que la période de rémunération commence à partir d'un mois de stage. Merci, cher collègue. L'amendement 116 rectifié, il est défendu. L'amendement 146 présenté par Monsieur le rapporteur au nom de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, cet amendement a une petite histoire que je vais être contraint de vous raconter quelques instants. En 2006, j'avais déposé un amendement tendant à porter la gratification à 50% du SMIC. En 2006, il y avait un enthousiasme dans l'opposition qui trouve parfois ses limites dans la gestion. Ceci étant, cet amendement est repris, je crois, j'en suis certain même, par Madame Cohen. Donc j'ai essayé de réfléchir parce qu'il me semble, malgré tout, que les stagiaires doivent être traités, je dirais, d'une façon très convenable. Moi, je suis très sensible au discours que l'on peut entendre tant du président de la République que d'un certain nombre donc, de responsables concernant notre jeunesse. Et j'y adhère pleinement, parce que je crois que nous avons une belle jeunesse, mais qu'il faut lui donner des signes d'encouragement, et on en a bien besoin. Donc là, ce que je vous propose, c'est de supprimer toute référence au SMIC, parce que c'est une référence qui pourrait avoir une référence salariale, ça pourrait être ambigu. Et donc je vous propose de porter la gratification qui est aujourd'hui à 12,5% du plafond de la sécurité sociale, soit 436,05 € à 15% de ce plafond, soit 523,26 €, ce qui ferait une augmentation de la gratification mensuelle pour un stagiaire. Mais c'est le volume minimal, c'est-à-dire donc d'environ 90 €, sachant qu'il y a des entreprises qui gratifient les stages d'une façon beaucoup plus importante que ce plafond minimal de gratification. Et je crois que là encore, ceux qui ont cette gratification minimale sont bien souvent ceux qui sont les plus défavorisés, qui ont eu les plus de difficultés à trouver des stages. Donc je pense que ce serait une décision de justice sociale.
L'amendement 57 rectifié Brice est présenté par Monsieur Revet. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais simplement lire le texte et non pas tout l'objet. En fait, il est proposé de remplacer les alinéas 21 et 22 de cet article par 3 alinéas ainsi rédigés. Sont ajoutés 2 alinéas ainsi rédigés. Donc le premier. Le premier alinéa ne s'applique pas aux élèves et étudiants préparant des diplômes spécifiques au secteur sanitaire, social et médico-social. Ensuite, la gratification mentionnée au premier alinéa est due aux stagiaires à compter du premier jour du premier mois de la période du stage ou de formation au milieu professionnel. Je voudrais peut-être, Monsieur le Président, puisque j'ai quand même été bref, ajouter un mot. Bien entendu, on serait tous d'accord pour rémunérer les jeunes qui font des stages. Mais qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est le plus important? C'est que le jeune puisse faire son stage et qu'il n'y ait pas des conditions qui font qu'ils aient des difficultés à trouver des stages. Et c'est souvent un petit peu l'ambiguïté, c'est-à-dire que beaucoup de jeunes ont du mal, des entreprises, parce que le jeune, il faut bien le former, il faut bien qu'il y ait un formateur dans l'entreprise pour l'aider et autres, et quelque part, il y a des interrogations qui se font en disant mais le temps qu'on consacre à former le jeune, et c'est très bien, eh bien on ne l'a pas pour autre chose, et donc quelque part il y a une forme de compensation. Donc je répète, on voudrait tous que tous les jeunes qui vont faire des stages puissent être rémunérés, mais à condition que ce ne soit pas dissuasif et que ce ne soit pas finalement contraire à l'intérêt du jeune. Merci, chers collègues. L'amendement 16 a été présenté. L'amendement 82 est présenté par Madame Procaccia. Oui, cet amendement est simple. Il fixe, il permet, il impose que tout stagiaire soit payé pour la durée du mois, quel que soit le nombre de jours dans le mois, et qu'il y ait ou pas des jours fériés. Ça, j'en ai parlé en commission des affaires sociales, je ne citerai pas l'organisme très proche qui pratique, mais avec une belle lettre juridique, expliquant que pour l'instant, quand par exemple nous sommes au mois de mai et qu'on ne va pas travailler le 2 mai, eh bien le 2 mai n'étant pas un jour férié, l'entreprise est fermée, mais on déduit une journée non travaillée de ces 435 €. Avec une belle lettre juridique appuyée sur tous les articles du Code du travail, mais tellement bien rangée depuis que j'attendais d'en parler que je ne l'ai pas retrouvée pour vous la présenter. Mais c'est l'objectif. L'objectif est bien qu'on ne tombe pas en dessous de la rémunération imposée et minimale. Merci, chers collègues. On a l'amendement 96 qui est présenté par Monsieur Savary. Et toujours dans le cadre des rémunérations, fixées donc à 436 € actuellement, certains établissements d'accueil accordent une gratification plus importante. Ce qui est bien. Mais dans ce cas-là, ils doivent établir une feuille de paye et verser des cotisations sociales. Donc il faudrait supprimer ce coût supplémentaire afin d'inciter d'autres entreprises à dépasser ce plafond de 436 € dès l'instant où elles sont bien sûr volontaires. C'est ce qui nous fait vous proposer des modifications dans le cadre de l'alinéa 22. Merci. L'amendement 17 est présenté par Monsieur Le Scornac. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Avec cet amendement, nous poursuivons dans la logique de notre amendement précédent qui tend à améliorer la gratification des stagiaires. En effet, cet amendement numéro 17 propose de préciser que cette gratification soit progressive en fonction de 2 éléments essentiels, la durée des stages et le niveau d'études des stagiaires. On peut légitimement supposer qu'un stagiaire de master sera plus efficace, aura des compétences accrues et sera bien plus performant dans l'entreprise qu'un stagiaire de niveau licence. Il nous semble également souhaitable que les stages les plus longs soient les mieux rémunérés pour les mêmes raisons que précédemment, à savoir que plus le stage est long, plus le stagiaire est efficace dans l'entreprise. Il s'agit également d'une forme de responsabilisation des employeurs afin qu'ils évitent le recrutement permanent de stagiaires au sein de leurs entreprises. Afin de rendre opérant cette mesure, nous proposons que cette mesure fasse l'objet d'un décret
dont nous proposons qu'il soit élaboré en lien avec les organisations syndicales et les associations représentatives des étudiants. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Deux amendements identiques. L'amendement 50 est présenté par Madame Ferrat. Merci, Monsieur le Président. Et d'ailleurs, cet amendement 50 est tout à fait complémentaire avec le 49 qui viendra un petit peu plus tard. Et dans cet amendement, nous souhaitions insérer un alinéa ainsi rédigé. Le présent article n'est pas applicable aux périodes de formation au milieu professionnel ou aux stages réalisés dans le cadre des enseignements visés à l'article 813-9 du Code rural et de la pêche. Madame la ministre, vous et moi n'avons pas la même lecture du Code rural et en tout cas de cet article. Parce que autant dans l'article en question, on parle bien du rythme approprié, autant dans l'amendement que vous nous avez proposé sur table, je ne m'y retrouve pas. Alors, sans doute que c'est l'heure tardive, mais je ne retrouve pas la nécessaire clarté qui serait favorable à ma compréhension. Et j'avoue que, par-delà tout cela, vous nous proposez un décret pour compléter la situation. Donc, très sincèrement, alors que j'avais cru comprendre que vous étiez très attentive à nos remarques concernant le rythme approprié et la nécessaire, comment vous dire, intervention sur ce qui touche les maisons familiales et le parcours pédagogique qui ne peut pas se faire s'il n'y a pas de stage, je ne vous cache pas que mon trouble est au plus fort. Alors, tout simplement, bon ben voilà, ce décret, moi, ça ne me semble pas tout à fait raisonnable. Alors moi, je vous fais une proposition très simple, Madame la Ministre. Adopté tout à l'heure mon amendement 49, il est très simple. Il dit ceci, il exclut tout simplement l'enseignement agricole du dispositif d'encadrement des stages que vous nous proposez ce soir. Votre cadre est trop rigide, vous ne prenez pas en compte les spécificités des uns et des autres, et l'enseignement agricole en est un particulier. Merci, chers collègues. L'amendement 62 rectifié terre est présenté par Monsieur Oui, Rollet. Monsieur le Président, il a été excellemment défendu par Mme Ferrat. Il est identique, vous l'avez souligné, donc il est défendu. Merci. L'amendement 95 est présenté par Madame Bruguière. Oui, il s'agit d'étendre aux étudiants du secteur sanitaire, social et médico-social les dispositions applicables aux étudiants des professions paramédicales en matière de non-gratification des stages. En effet, dans les deux cas, les stages conditionnent l'accès à la profession et sont souvent difficiles à trouver. Il faut donc éviter toute contrainte qui viendrait limiter effectivement le recours au stage. L'égalité de traitement est par ailleurs souhaitable pour ces professions très proches par nature. Chers collègues, enfin le 150 est présenté par Madame la Ministre pour le gouvernement. Le 150. Alors, je vais essayer de vous expliquer cet amendement qui, oui, moi aussi, à vrai dire, qui a été rédigé, non, je plaisante, qui a été rédigé en concertation avec le ministère de l'Agriculture et en concertation, comme l'ensemble des dispositions que j'ai présentées, je le dis au passage, parce que tout à l'heure, comme l'amendement est tombé, je n'ai pas pu vous répondre. Tout ce que nous avons proposé a été fait en concertation, pas seulement avec les ministères, mais également avec les acteurs concernés. Donc le ministère de l'Agriculture s'est concerté avec les maisons familiales rurales qui leur ont dit qu'elles pouvaient indemniser, mais pas à partir de 2 mois de stage, et qu'elles souhaitaient un passage notamment de 2 à 3 mois. Comme nous considérons que cette négociation s'est faite un peu rapidement, nous préférons renvoyer un décret qui autorise du coup d'allonger la durée, la période de stage non indemnisée pour les MFR. C'est ce qu'ont dit les MFR au ministère de l'Agriculture, mais nous préférons nous donner le temps du décret pour pouvoir affiner la proposition. Simplement, en acceptant cet amendement, vous acceptez le fait qu'il y aura un régime spécifique pour les MFR négocié par décret et en concertation avec les MFR. Parce que sur 1 ou 2 journées, j'estime que la concertation a dû être tout de même un peu, comment dire, rapide de la part du ministère de l'Agriculture. Bon, la période ne se prêtait pas non plus... oui, absolument. Mais oui,
mais il faut être solidaire, sinon on n'est pas efficace. Donc voilà, donc nous préférons renvoyer un décret en sachant que est inscrit tout de même dans la loi, grâce à cet amendement, le principe d'un mode différent et plus favorable de gratification pour les stagiaires dans les maisons familiales rurales. Merci Madame la Ministre. Donc nous arrivons à l'avis de la Commission. Monsieur le rapporteur. Alors, allons-y. L'amendement 61 rectifié donc, de Monsieur Rovet. Alors, contrairement à ce que certains peuvent penser, cette obligation, il s'agit donc de supprimer l'obligation de gratification pour les périodes de formation en milieu professionnel. Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette obligation figure déjà dans le droit actuel. Elle semble au mieux ignorée, sinon consciemment enfreinte. Est-ce une raison pour la faire disparaître? Je ne le crois pas, car on peut partir du principe que tout jeune présent en stage dans un organisme depuis au moins 2 mois contribue à son activité et a dépassé le stade de l'acquisition des principes de base. Surtout, les PFMP de plus de 2 mois sont très rares, y compris dans le secteur du travail social. Ainsi, le CAP Petite Enfance comprend 12 semaines de PFMP sur 2 ans, soit 6 semaines par an, ce qui n'entraîne pas de gratification obligatoire. Donc, ceci étant rappelé, la Commission a émis un avis défavorable. Sur l'amendement 14 de Madame Cohen, rendre la gratification obligatoire dès le premier jour de stage. Alors, je comprends tout à fait l'intention des auteurs de l'amendement et j'aimerais qu'il soit possible de leur donner satisfaction. Néanmoins, cela aurait pour effet de causer de grandes difficultés pour trouver des stages à certains niveaux d'études, en particulier en licence. Surtout, cela aurait un impact très important dans l'enseignement secondaire, où la plupart des périodes de formation en milieu professionnel durent quelques semaines ou à peine plus d'1 mois. S'il fallait que les élèves qui, dans ce cas, sont en phase de découverte et d'apprentissage des principes de base d'un métier touchent une gratification, l'offre de PFMP se tarirait dangereusement. S'ils l'acceptent, j'invite les auteurs de cet amendement à se rallier à celui que je présente, l'amendement 145, dont nous aurons à débattre tout à l'heure. Donc cet amendement, la Commission a émis un avis défavorable. L'amendement 15, amendement identique à l'amendement précédent, c'est retiré. L'amendement 145, écoutez, c'est le mien, je l'ai déjà défendu. Il a fait l'objet d'un avis favorable de la Commission. Ensuite, l'article 44, l'amendement 44 de M. Barbier, supprimer l'obligation de gratification par les périodes de formation en milieu professionnel de plus de 2 mois. Alors, c'est le même objet que l'amendement 61, j'ai déjà répondu, donc c'est un avis défavorable. L'amendement 11, rendre la gratification obligatoire, Monsieur Desessard, pour les stages ou périodes de formation en milieu professionnel de plus de 4 semaines. Ici encore, si je partage la volonté des auteurs de cet amendement, il me semble que son champ est trop large, puisqu'il inclut également les périodes de formation en milieu professionnel de l'enseignement secondaire. Or, il ne me semble pas souhaitable d'instituer une gratification pour les PFMP de plus de 4 semaines, ce qui toucherait de très nombreux bac pro et CAP. En revanche, pour les stages d'enseignement supérieur, je suis convaincu que vous aurez à cœur de vous joindre à l'amendement 145 que j'ai déposé. Cet amendement numéro 11 a reçu un avis de retrait de la part de la Commission. L'amendement 116 de M. Barbier, faire varier la gratification en fonction du niveau d'études du stagiaire. Alors, je ne suis pas favorable à une telle solution qui aurait, à mon avis, plus d'effets néfastes que d'effets positifs. Cela aboutira-t-il à baisser la gratification des moins qualifiés, à rapprocher celle des plus qualifiés du SMIC et donc à les assimiler à des salariés? Dans les faits, de nombreux organismes font varier la gratification proposée aux stagiaires selon les missions offertes et donc le niveau de qualification. C'est une pratique légitime qui relève de chaque employeur. Ce n'est pas la loi de fixer un principe si général qui n'existe d'ailleurs pas pour les salariés. Donc la Commission a demandé le retrait de cette, sinon avis défavorable. L'amendement 146, voilà, la Commission a émis un avis favorable. Ensuite, l'amendement 57, exclure de l'obligation de gratification les stages réalisés dans le cadre de formation dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Alors, le choix inverse a été fait l'an dernier dans la loi ESR qui a rendu universelle cette gratification, quel que soit l'organisme d'accueil.
C'est une question de justice et d'équité entre tous les étudiants. Sans nier les obstacles que cette évolution a pu parfois rencontrer, le gouvernement s'est engagé à soutenir les organismes qui rencontreraient des difficultés par la mise en place d'un fonds spécifique chargé d'apporter un soutien financier. Je pense que Madame la ministre pourra vous apporter des précisions. L'avis de la commission est défavorable. Le 57 rectifié bis de M. Revet. Attendez. Hop. On vient de le faire, c'est celui-là. C'est parce que maintenant c'est le 16, oui, pardon. Mais non. Alors, voilà, l'amendement 16 de Mme Cohen, fixer le montant minimal de gratification 50% du SMIC. Je crois que je l'ai expliqué tout à l'heure. Et la commission a émis un avis de retraite, sinon défavorable. Le 82 de Mme Procaccia prévoit que le montant de la gratification versée ne varie pas selon le nombre de jours ouvrés. Est-ce à dire qu'il faudrait que la gratification reste fixe, même si le stagiaire bénéficie au même titre que les salariés d'un jour férié ou d'un pont? Question. Cette mesure peut sembler d'ordre réglementaire. Néanmoins, la commission a mis un avis favorable pour cet amendement qui rappelle l'existence de comportements peu corrects de la part de certains employeurs, et afin que le gouvernement puisse préciser comment s'applique la réglementation sur ce point, parce que je confirme les propos de Mme Procaccia, nous avons été alertés par certains organismes qui déduisent les jours de pont en disant vous ne travaillez pas, donc on va vous enlever un 30e ou un 25e, enfin voilà. Est-ce que c'est bien nécessaire de pénaliser ainsi des jeunes stagiaires en leur enlevant 12 ou 15 euros sous prétexte qu'il y a un pont ou un jour non travaillé? Donc avis favorable de la commission. L'amendement 96, élargissement de l'exonération de cotisation sociale dont bénéficie la gratification versée aux stagiaires. Aujourd'hui, la gratification est exonérée de charges sociales lorsqu'elle est au minimum légal, soit 12,5% du plafond de la sécurité sociale. Je ne suis pas certain que la solution pour les employeurs pour que les employeurs acceptent de gratifier davantage les stagiaires soit de leur offrir une exonération supplémentaire. Est-ce vraiment le seul signal auquel ils répondent? À l'heure où les comptes sociaux sont dans une situation très préoccupante, doit-on toucher à cette modalité, certes anecdotique, de financement de la protection? Je ne le crois pas, c'est un avis défavorable. Progressivité, Madame Cohen, de la gratification du stagiaire sur la durée du stage et le niveau d'études du stagiaire. Alors là, je ne suis pas favorable à une telle mesure qui s'inspire de la législation concernant les apprentis. Les stages ne peuvent pas dépasser 6 mois. Envisage-t-on de faire évoluer chaque mois la gratification? Il me semble que cela serait source de complexité pour les organismes d'accueil et qu'au final, ça se retournerait contre les stagiaires. Il est facile d'imaginer les comportements qu'adopteront de nombreuses entreprises. Elles arrêteront tout simplement d'organiser des stages longs. De même, fixer la gratification selon le niveau d'études n'est pas dans l'intérêt des moins qualifiés, en particulier des étudiants issus de filières professionnelles du premier cycle d'enseignement supérieur, alors qu'ils peuvent souvent apporter plus à l'activité de l'entreprise qu'un stagiaire de master qui la découvre. Voilà pourquoi je demanderai le retrait, avis de la commission, sinon défavorable. L'amendement 50 de Mme Ferrat, exonérer de l'obligation de gratification les périodes de formation au milieu professionnel des maisons familiales rurales. Je pense que la réponse a été apportée. Je ne vais pas insister, puis je pense que Mme la ministre précisera. Non, nous avions prévu de solliciter l'avis du gouvernement. Donc, voilà. Il me semble que la réponse a déjà été apportée. L'amendement de M. Revet, même objet, et donc, voilà, même chose. Le 95 de Mme Procaccia, exclure de l'obligation de gratification les stages réalisés dans le cadre des formations dans le secteur sanitaire, social ou médico-social. Le choix inverse a été fait l'an dernier dans la loi ESR, qui a rendu universelle cette gratification, quel que soit l'organisme d'accueil. Donc c'est un avis défavorable. Et ensuite, l'amendement 150 du gouvernement, et la commission ne s'est pas réunie. Par contre, j'y suis personnellement favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, quel est l'avis du gouvernement? Monsieur le Président, on commence par l'amendement numéro 61. Alors d'abord, je voudrais repréciser, puisqu'on a l'impression, quand vous présentez ces amendements, que cette proposition de loi propose pour la première fois de légiférer sur les stages qui s'accomplissent dans le cadre des lycées professionnels. Non, tous les dispositifs législatifs précédents concernaient déjà l'enseignement secondaire et donc l'enseignement professionnel. Donc vous non.
Mais on pouvait comprendre dans d'autres interventions que c'était quelque chose de nouveau avec lequel on n'était pas d'accord. Ou alors on profitait de l'opportunité de cette proposition de loi pour revenir sur quelque chose sur lequel il avait été légiféré. Ce n'est pas bien clair, donc je voulais le repréciser. Nous recodifions en réalité, mais à droit constant. Et il n'y a pas de nouveauté de ce point de vue-là. Donc pour les raisons qui ont été bien explicitées par le rapporteur, même avis, donc avis défavorable pour l'amendement numéro 61. Pour l'amendement numéro 14, pour les raisons là aussi explicitées par le rapporteur, avis défavorable du gouvernement. L'amendement numéro 15 a été retiré. L'amendement numéro 145, alors voilà, c'est celui présenté par le rapporteur. Alors, l'esprit de la loi pour le gouvernement a été un peu différent. C'est-à-dire que nous avons préféré élargir à des formations qui, pour l'instant, ne dispensaient pas de gratification, d'élargir à ces formations le fait de dispenser des gratifications à l'ensemble des stagiaires. Pour le dire plus clairement, on a préféré mettre l'ensemble des stagiaires sur un même niveau d'équité en prenant en compte les spécificités, on y reviendra, des formations sociales et des maisons familiales rurales. Mais nous avons préféré faire ça, ce qui représente déjà un effort financier assez important, d'autant que pour les formations, pour les travailleurs sociaux, il y a un fonds spécifique dédié qui permettra de faire la transition. Donc c'est l'État qui a dédié une somme qui n'était pas prévue budgétairement pour cela. Donc nous avons préféré améliorer la situation générale des stagiaires. C'est ainsi que la loi qui a été votée le 22 juillet 2013 a pour la première fois demandé à l'ensemble des collectivités territoriales de verser une gratification à leurs stagiaires. Ce n'était pas le cas auparavant, seules les administrations d'État y étaient assujetties. Donc nous étions plutôt dans cette démarche, nous sommes même résolument dans cette démarche, plutôt que dans le même temps ajouter un changement de curseur tel que celui que vous proposez et qui est d'abaisser à un mois de stage l'obligation de gratification pour les stagiaires de l'enseignement supérieur. De plus, il ne me paraît pas forcément judicieux de faire une différence entre l'enseignement supérieur et l'enseignement secondaire de ce point de vue-là, même si dans l'enseignement secondaire, on l'a vu, en particulier dans les filières professionnelles, il n'y a quasiment pas de cas de stage de plus de 6 mois. Voilà, pour toutes ces raisons, je regrette de vous dire, Monsieur Godefroy, que le gouvernement a émis un avis défavorable à votre amendement, que vous avez pourtant très bien défendu à plusieurs reprises et avec beaucoup de conviction. Ensuite, amendement numéro 44, proposé par Monsieur Barbier, qui consiste à supprimer la gratification pour les PFMP. On a déjà répondu tout à l'heure en disant que, de fait, l'organisation des formations n'intégrait pas de stage qui est de plus de 2 mois et que donc cet amendement tombait de lui-même pour les mêmes raisons que l'amendement précédent. Pour l'amendement proposé par Monsieur Desessarts, bien écoutez, j'ai déjà argumenté précédemment, donc pour ces raisons, un avis défavorable du gouvernement. Je vous remercie. Venant d'un expert, ça me touche beaucoup. Et donc, néanmoins, un avis défavorable. L'amendement 116 proposé par Monsieur Barbier et qui propose une progression de la gratification en fonction de la durée du stage et du niveau d'études du stagiaire. Là, c'est vraiment compliqué. En plus, ça introduit des notions qui ont été très bien expliquées par le rapporteur et qui ne sont pas non plus dans l'esprit de la loi proposée. Ensuite, l'amendement numéro 146 proposé par Monsieur Godefroy sur une augmentation de la gratification pour les mêmes raisons. Nous ne pouvons pas changer tous les curseurs à la fois et donc nous avons émis un avis défavorable. Ensuite, l'amendement numéro 57, la non-obligation de gratification pour les élèves étudiants préparant des diplômes spécifiques du secteur sanitaire, social et médico-social. Donc je rappelle que le gouvernement, lors du débat à l'Assemblée nationale, percevant bien les difficultés de ce secteur, a mis en place un fonds de transition pour aider les organismes nouvellement soumis à gratification qui les accueillent. Ce soutien financier sera réservé aux structures qui en feront la demande auprès des agences régionales
de santé, les ARS, ou de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, la DRJSCS, selon la nature de l'établissement concerné, avec l'obligation de documenter l'incapacité à s'acquitter de la gratification. Et nous avons prévu pour ce fonds transitoire un montant total de 5,3 millions d'euros qui devrait suffire à répondre aux demandes de gratification pendant la période transitoire. Ensuite, amendement numéro... Donc pour ces raisons, avis défavorable. Ensuite, amendement numéro 16. Donc, pour les raisons que j'ai indiquées également, avis défavorable. Amendement numéro 82. Ouais, il me semble qu'aujourd'hui, on a un dispositif qui fonctionne sur la base d'un pourcentage de taux horaire. Il y a des logiciels qui sont prévus pour ça. Tout le dispositif est prévu ainsi et c'est le mode de calcul qui prévaut. Le modifier introduirait un élément de complexité vraiment important. Et puis, ça ne me permet pas non plus, ça me permet pas plus d'être en phase avec la réalité du travail du stagiaire. Je m'explique. Il y a, ça donne lieu d'ailleurs à une discussion tout à l'heure sur un amendement qui a été proposé, je crois, par votre commission. Il y a des lieux de stage où la durée du travail est de 39 heures. Si on mettait un montant forfaitaire, ça ne permettrait pas de prendre en compte cet élément d'un mois à 39 heures. Ou de plusieurs mois à 39 heures. Donc pour ces raisons de complexité, de renchérissement potentiel du coût du stage, d'inadéquation finalement à la durée réelle horaire effectuée par les stagiaires, le gouvernement émet un avis défavorable. Amendement numéro 96. Pour les raisons qui ont été expliquées par le rapporteur, avis défavorable, puisque là on encouragerait la substitution à des emplois. Pour l'amendement numéro 17, là encore, pour les raisons explicitées par le rapporteur, même avis, donc avis défavorable. Pour l'amendement numéro 62, oui. De rectifier terre. L'amendement numéro... Ils sont identiques. Ils sont identiques. Ah oui, voilà. C'est parce que j'ai pris le premier. Oui, exact. 50 et 62 rectifiés, voilà. Donc, un avis défavorable au bénéfice de l'amendement proposé par le gouvernement, en coordination avec le ministère de l'Agriculture. Et l'amendement numéro 95, un avis défavorable, puisque j'ai expliqué la procédure spécifique que nous avons mise en place. Et il me semble tout à fait juste que les stagiaires de ces formations sociales soient gratifiés au même titre que les autres, sachant qu'en ce qui concerne le secteur sanitaire, il y a le code de la santé s'applique. Et là, ça dépend du ministère de la Santé. Il y a un statut vraiment spécifique avec des gratifications spécifiques. Et même si on peut penser qu'elles sont insuffisantes, ça ne relève pas de cette proposition de loi. Ça relève bien du Code de la Santé. Et je crois même que ça relève de la loi HPST. Merci, madame. Je présente l'amendement. Non, on l'a fait. Bon, ben voilà. Non, c'est bon. Non, Merci. Alors, nous revenons donc au 61 rectifié. J'ai une demande de parole, d'explication de vote de Madame Ferrat. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je souhaiterais vraiment ne pas avoir d'arrière-pensée négative. Pour autant, vous nous avez dit tout à l'heure, en tout début de séance, que vous veniez simplement d'apprendre aujourd'hui les difficultés soulevées par les maisons familiales rurales. Et vous nous dites à l'instant et à l'heure du dîner, et je pense que tout comme nous, vous avez eu 2 heures pour cette pause, vous avez pu jouer la concertation tant avec le ministère de l'Agriculture qu'avec les maisons familiales. Moi, je salue cet exploit parce que c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Alors, comme vous pensez bien que nous ne sommes pas tout à fait prêts à entendre cela, vous tentez de nous rassurer avec un décret. Moi, personnellement, ça ne me rassure pas du tout. Je vous avoue que le trouble dont je vous parlais tout à l'heure n'a fait que croître et embellir depuis que nous évoquons cet amendement.
Madame la ministre, je suis désolée, mais je ne voterai pas votre amendement 150 et je maintiendrai le mien parce que ce décret ne me rassure pas du tout. Merci, chers collègues. Monsieur Revet avait demandé la parole. En même temps, sur celui-ci et sur le 150, moi non plus, je ne voterai pas, sauf Madame la ministre, si vous acceptiez, comme ça se fait assez régulièrement ici, avant de sortir le décret, de venir nous le soumettre pour qu'on puisse regarder si ça correspond bien à l'esprit dans lequel nous travaillons. Après tout, on a été énormément sollicité et il y a un enjeu extrêmement fort pour ce type d'enseignement et compte tenu des dispositions qui sont prises, non pas qu'on ne fait pas confiance à l'administration, mais quand même, on aime bien savoir où on va et je crois que prendre un décret, vous savez, on commence à être un petit peu dans cet hémicycle très inquiet. Maintenant, il n'y a plus un projet de loi sans qu'à un article on dise le Parlement confie au gouvernement le soin de légiférer par ordonnance. Ce n'est pas le décret, mais c'est la même chose. Alors, on devient véritablement interrogatif sur notre besoin d'être ici, puisque chaque fois on demande au gouvernement de légiférer par décret ou de légiférer par ordonnance. Moi, je pense qu'il faudrait au moins, Madame la ministre, qu'avant de sortir de décret, nous puissions avoir une concertation pour voir si ça correspond bien à à l'esprit dans lequel nous essayons de travailler. La parole est à Jean-Claude Lenoir. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous nous avez mis en appétit avant lors du dîner, lorsque, entendant un certain nombre de remarques qui étaient faites un peu sur tous les bancs, vous nous avez annoncé qu'il y aurait un amendement. Et comme on ne le connaissait pas, le rapporteur non plus, nous avons imaginé qu'il allait nous donner entièrement satisfaction. Alors, quant à la concertation, je rejoins les remarques qui ont été faites il y a un instant. Que je sache, le texte de l'Assemblée nationale a été examiné en février. Je crois que c'était le 24 février dernier. Et dès cette époque, les maisons familiales rurales se sont manifestées auprès du ministère de l'Agriculture. Alors, vous avez, d'ailleurs d'une façon tout à fait élégante que je veux saluer, affiché votre solidarité avec le ministère de l'Agriculture en disant « mais ça fait 2 jours que nous y travaillons », etc. Je pense que vraiment, le temps eût été nécessaire pour présenter à la Haute Assemblée un amendement sur lequel nous puissions nous retrouver. Car, je vous le dis, il eût fallu que nous pressions l'avis des personnes qui nous ont interpellés sur ce sujet avant de pouvoir vraiment prendre position. Moi, en attendant d'y voir plus clair, je me rallie complètement à l'amendement de notre collègue Charles Revet, le 62 rectifié terre, qui au moins règle le problème. Après tout, vous avez la possibilité en commission mixte paritaire de revenir sur un autre dispositif et ainsi améliorer la concertation que vous avez ouverte dans un délai un peu court et arriver à une solution qui donne satisfaction au plus grand nombre. Donc je pense, Madame la Ministre, que le mieux serait finalement, bien que je souhaite ici saluer votre effort en vue d'arriver à un compromis, que le mieux serait tout simplement que vous retiriez votre amendement et que vous vous ralliez à l'amendement de notre collègue Charles Revet. Merci, cher collègue. La parole est à Gilbert Rabier. Oui, Monsieur le Président. Madame la Ministre, moi je comprends bien, vous avez été interpellé sur ce qui a été dit en fin d'après-midi. La solution, elle est peut-être de la mécanique parlementaire, c'est de réserver cet amendement. Moi, je suis prêt, si vous nous donnez les teneurs du décret, du nombre de mois qui est prévu, peut-être, je ne pense pas qu'on va finir d'examiner l'article 1er au cours de cette soirée, Monsieur le Président. Donc, on a jusqu'à la semaine prochaine pour conclure cet article. Le mieux, je suis prêt à le voter, mais je pense qu'on aimerait mieux connaître la nature du décret et peut-être qu'on peut patienter quelques jours. Merci, cher collègue. Je n'ai pas d'autres demandes d'explication. Si, Madame Génis.
Oui, je crois que comme l'ensemble de nos collègues, nous avons tous été très fortement sollicités par celles et ceux qui animent les maisons familiales rurales. Et je pense que la proposition de Madame la Ministre, associée aux demandes de nombreux intervenants de connaître la teneur du décret, devrait pouvoir nous réunir, car je pense que le sujet est maintenant bien connu et que nous attendons finalement la façon dont il pourra trouver la solution qui convienne à tout le monde. Et chers collègues, Monsieur Crétinger pour explication de vote. Il me semble qu'il faut quand même être prudent et aborder cette question de décret avec beaucoup de maîtrise. Parce que parmi les élèves concernés, on a des situations très différentes. Il n'y a pas qu'un seul type d'élève. Charles Revet semble m'approuver, j'en suis très heureux, même presque fier. Et pour certains élèves, on n'aura pas de rémunération. Pour ceux qui commencent, moi j'en connais, on connaît ces situations, ce sera très difficile et ça serait un terrible handicap pour ces enfants qui ne pourraient plus trouver de stage. Et ce sont des jeunes qui sont en grande difficulté pour trouver une route vers une formation. Donc moi je suis prudent et je dis, pour cela on ne peut pas avoir la même règle que certains autres qui, tout en étant en maison familiale, sont sur des cursus, je dirais, pratiquement traditionnels. Simplement, il y a des modalités d'accompagnement différentes de celles qui sont ailleurs. Et donc, ça renvoie bien à un décret et à une vraie discussion, mais avec les responsables des maisons familiales, d'après moi, avec les parlementaires, mais avec les responsables des maisons familiales, parce qu'eux pourront enrichir le décret de leur spécificité, tout ce qui se passe chez eux. Donc moi, je suis prêt à voter l'amendement numéro 150, mais à partir du moment où on nous dit que le décret sera discuté peut-être avec un groupe parlementaire et puis avec les maisons familiales. Je crois que c'est quand même l'esprit, et on avait parlé avec Stéphane Le Foll, avec le ministre de l'Agriculture, il était dans cet esprit aussi de dire il faut qu'on puisse travailler avec Madame la Ministre, etc. Voilà, moi je suis prêt à voter, mais qu'on nous rassure un petit peu sur la manière dont va être rédigé le décret. Merci. Monsieur le rapporteur, vous vouliez intervenir? Juste peut-être un mot, parce que nous avons anticipé, nous sommes sur l'amendement de Mme Ferrat et on est arrivé à l'amendement 150 du gouvernement. Mais donc, moi, je pense que l'amendement du gouvernement, enfin, dans les auditions que nous avons réalisées, dans les demandes nombreuses qui ont été formulées, répond quand même aux préoccupations qui se sont fait jour dans cet hémicycle, puisque quand je lis l'amendement du gouvernement, on nous dit un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la durée minimale de stage prévue à l'article, c'est-à-dire du Code de l'éducation, c'est-à-dire les 2 mois. Or, dans les revendications des maisons familiales rurales, ils souhaitaient le porter à 3 mois. Bon, donc non, c'était leur revendication. Donc moi je pense que le fait justement qu'il y ait une discussion ouverte, c'est-à-dire que le gouvernement ouvre la porte à la discussion par décret avec les maisons familiales rurales, plutôt que d'anticiper, il vaut mieux qu'il y ait un dialogue qui s'instaure entre le ministère et les maisons familiales rurales pour avoir un décret qui soit véritablement conforme aux souhaits qu'ils ont formulés. Donc moi je crois que cet amendement du gouvernement apporte satisfaction si on veut bien le regarder de près, vraiment. Bien. J'avais une demande d'intervention de M. Desessard pour explication de vote. Monsieur le Président, j'ai bien compris, on est bien en 61, rectifié bis. Oui. Voilà. Hein. Et ensuite, il y a un certain nombre d'amendements. Et le 150 est le dernier, j'ai bien compris. Absolument. Donc là, on a commencé la discussion par le dernier. Voilà, enfin, d'accord. Mais le plus important pour les gens, certainement, et celui qu'on attendait depuis longtemps, en tout cas. Hein. Donc, pour revenir au 61 rectifié bis, alors, je ne partage pas la durée, puisque je vais soutenir l'amendement du rapporteur, je crois que c'est 145, sur la durée d'1 mois à partir du moment où commence la rémunération. Pourtant, j'avais une question. Donc, j'ai bien compris que Madame la Ministre était opposée au 145, donc on ne sait pas comment va réagir cette Assemblée sur la proposition du rapporteur. Mais
Est-ce que vous pouvez, monsieur le rapporteur, m'aider à comprendre la différence entre, je ne parle pas du deuxième alinéa de l'amendement de monsieur Revet, mais le premier. J'ai cru comprendre que la différence dans ce premier paragraphe par rapport à la situation actuelle était que on pouvait apporter une rémunération au bout de 2 mois ou qu'il soit consécutif ou non, s'il se passe est-ce que c'est vraiment différent de la situation d'aujourd'hui? Et si c'est vraiment différent, bien que je soutienne 1 mois, si 1 mois n'est pas accepté, je trouve que c'est bien qu'on puisse considérer que le stage peut être fait en 2 parties et que c'est l'ensemble qui amène la gratification ou la rémunération. Le fait que... Est-ce que c'était ça l'esprit de votre amendement, monsieur Revet? En tout cas, de la première partie. La deuxième partie, c'est ce que vous avez soulevé, c'est la formation au milieu professionnel qui peut être abordée. Donc, j'avais besoin d'une explication pour bien comprendre la nature du premier alinéa de l'amendement de monsieur Revet. Est-ce qu'il concernait le fait que le stage pouvait être découpé et qu'à ce moment-là, on prenait la durée totale du stage pour envisager une gratification ou une rémunération? J'en profite pour poser la question à Madame le ministre, pourquoi est-ce qu'il y a une gratification de stage? Parce que j'ai entendu qu'on apportait quelque chose à l'entreprise ou à l'association. Mais parfois, l'argument est de dire qu'un stage coûte cher à l'étudiant. Il va se déplacer, il n'aura pas la cantine habituelle de l'établissement scolaire, il y a des frais peut-être d'habits qui sont complémentaires, enfin il y a des frais de représentation. Est-ce que c'est la notion de gratification vient-elle du fait que ce sont des frais induits en plus à l'étudiant, ou est-ce que c'est parce qu'il apporte quelque chose à l'entreprise? Donc moi j'aurais besoin un peu maintenant qu'on clarifie cette question parce que ça change beaucoup. Parce que si c'est qu'il y a des frais induits en plus, ça concerne le scolaire et l'étudiant. Si c'est quelqu'un qui apporte quelque chose à l'entreprise, évidemment, c'est plus près du diplôme, a priori, à moins qu'il soit complètement déformé par l'éducation nationale, mais a priori, il apporte davantage lorsqu'il est plus près du diplôme. Donc voilà, j'ai 2 questions. Une question au rapporteur sur qu'est-ce qu'apporterait l'amendement de M. Revet dans sa première partie, et une question à Mme la ministre, le pourquoi de la gratification, maintenant, l'esprit de la gratification du stage. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur veut intervenir? Monsieur Revet veut donc exclure la gratification pour les PFMP. Or, c'est déjà prévu dans le droit actuel. C'est déjà prévu dans le droit actuel. Non pas l'exclusion, c'est déjà prévu la gratification. Et la question que vous posiez sur 1 mois en début de l'année scolaire, 1 mois, enfin, dans ces cas-là, ça fait 2 mois et c'est gratifié. C'est prévu, c'est déjà dans... Ben, il supprime la gratification. Voilà. Merci. Maintenant, tout est clair. Je vous propose de voter sur ce 61 rectifié bis. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. Sur l'amendement numéro 14, je n'ai pas de demande d'explication de vote. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur l'amendement 14. Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable ainsi que l'avis du gouvernement. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants.
Le scrutin est ouvert. Je demande à voter. Le scrutin est clos. Je demande au secrétaire de procéder au dépouillement du scrutin. Résultat du scrutin numéro 174 sur l'amendement 14, nombre de votants 344, nombre de suffrages exprimés 344. Pour l'adoption 20, contre 324. Le Sénat n'a pas adopté. L'amendement numéro 15 a été retiré. L'amendement 145 de la Commission, je rappelle, un avis favorable de la Commission, défavorable du Gouvernement. Explication de vote, Madame Cohen. Non, c'est plutôt une demande d'explication à notre rapporteur parce que il y a une contradiction entre l'objet et puis la rédaction. Donc, je voulais le corps plutôt de l'amendement. C'est-à-dire que dans le corps de l'amendement, il est spécifié supérieur à 1 mois consécutif et dans l'objet supérieur à tous ceux d'entre eux de plus de 2 mois. Donc, là, je sens une contradiction. C'est 1 mois. Comme quoi, même à minuit passé, on reste attentif et attentive. Absolument. Donc, on est d'accord? Très bien. Nous votons. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Le 145. Merci. Avis contraire. L'amendement est adopté. Le 44 rectifié, pas de demande d'explication. Il tombe, pardon, puisque l'autre est adopté, de fait. Amendement numéro 11. Il n'est pas retiré? Oh. Il ne s'en remettra pas. L'amendement 116 rectifié, il y avait... Oui, Monsieur Bailly. Oui, Monsieur le Président, Madame la Ministre. Moi, je regrette que finalement la Commission ait, Madame la Ministre, un avis défavorable sur cet amendement. Pourquoi? Parce que à aucun moment de cette loi on parle d'âge. Et quelle différence il y a dans les entreprises ou même dans une exploitation agricole ou chez un artisan, quand vous avez quelqu'un de 15 ans ou de 18 ans ou de 20 ans, la chose est complètement différente. Aujourd'hui, il y a tellement de réglementations qui font que même un jeune, il ne peut pas monter sur un escabeau, il ne peut pas monter sur une échelle dans une exploitation agricole, il ne peut pas se servir de telle machine, il ne peut pas conduire un tracteur agricole avant tel âge. Alors la différence, elle est fondamentale. Alors moi, je ne vois vraiment pas pourquoi on n'a pas fait, si on ne le fait pas par l'âge,
qu'on le fasse au moins, il varie en fonction du niveau d'études, parce que je pense que c'est vrai que le niveau d'études, il est quand même assez proche à 1 an ou 2 près de l'âge. Donc ça aurait été quand même une occasion pour que des maîtres de stage, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, quand vous avez un stagiaire et que vous ne pouvez pas du tout faire en sorte qu'il vous, par rapport à ses obligations, je viens de citer quelques exemples, est à vos côtés. Et c'est pourquoi je pense que cet amendement aurait dû être étudié. Je crois que c'est vrai dans l'agriculture, c'est vrai dans l'artisanat, c'est vrai dans beaucoup de professions où il faut vraiment y intervenir. D'autre part aussi, globalement, moi je suis quand même très inquiet sur les obligations qu'on met. Je crois que comme beaucoup de chers collègues, vous avez tous été sensibilisés par de nombreux jeunes qui disent « je dois faire un stage », qui vous écrivent « c'est les parents, c'est les grands-parents, il y a mon petit-fils, etc. », qu'il faut qu'ils fassent un stage, ils ne trouvent pas les maîtres de stage. Par exemple, je vais en prendre du moins un secteur qui est complètement bouché dans ces domaines-là, c'est l'environnement. Et quand vous avez téléphoné à la Fédération de chasse, quand vous avez téléphoné à la pêche, quand vous avez téléphoné au Parc du Haut-Jura, quand vous avez téléphoné à l'ONF, etc., et qui vous disent « mais non, on a déjà des stagiaires, on a déjà », eh bien, comment ça va aller tout ça? Et moi, je suis très inquiet quand même. Est-ce que vraiment ce que nous votons ce soir va vraiment aller dans le sens que nos jeunes trouvent plus facilement des stagiaires, des maîtres de stage, qui est aujourd'hui déjà la difficulté? C'est pour ça, cela m'inquiète. Et puis, je voudrais revenir quand même sur les MFR. Moi, je suis quand même surpris. Alors, surpris que Madame le ministre nous dit que c'est aujourd'hui qu'elle l'a pris. Alors, vraiment, il y a 1 mois que pratiquement tous, on a été contactés. Moi, j'ai eu les MFR de mon département qui sont venus, m'ont demandé à ce que je les reçoive pour dire ce problème que cela posait. Moi, je suis sûr, vous aussi, chers collègues, qu'il y a 15 jours, 1 mois, voire 1 mois et demi, que vous avez été sensibilisés. Et que Madame le ministre nous dise que c'est aujourd'hui qu'elle l'a pris, moi, vraiment, il y a des choses que je ne comprends pas. Mais je voudrais revenir à l'amendement, et je voterai cet amendement parce que je crois qu'au moins, il tiendra compte justement de l'apport que peuvent faire à côté des jeunes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, quand on est maître de stage, l'objectif, c'est de passer du temps avec son stagiaire pour plus aussi les choses deviennent techniques, deviennent compliquées, je dirais, eh bien que le maître de stage doit expliquer à son stagiaire et doit prendre du temps lui-même. Alors il faut bien qu'en contrepartie aussi, si on veut qu'il y ait encore des maîtres de stage, eh bien que ce stagiaire puisse apporter bien sûr le coup de main lorsque cela est nécessaire et travailler aux côtés du maître de stage. Merci, cher collègue. Monsieur le rapporteur. Juste un mot pour répondre à notre collègue. Quand on parle de gratification en fonction du niveau d'études du stagiaire, j'attire votre attention sur le fait que vous risquez de pénaliser les stagiaires les moins qualifiés. Parce que le plafond légal minimum est 436 €. Donc si vous voulez une échelle progressive, vous avez 2 solutions. Ou il faut suivre les amendements déposés par nos collègues du groupe communiste et le mien et augmenter la gratification. Il faut accepter ça. Ou alors il faut diminuer le minimum de gratification pour les moins qualifiés. Et donc, alors moi je pense que ce n'est pas tout à fait juste d'aller dans ce sens-là. Et en plus, ce sont des étudiants. Déjà les faire entrer dans la logique du système salarial de gratification en fonction du diplôme, du temps d'ancienneté, ce ne sont pas des salariés, ce sont des stagiaires. Bon, quant à votre remarque sur les maisons familiales rurales, je voudrais vous dire, dans la DG, j'avais dit qu'il y avait un souci, nous en parlons depuis longtemps. Moi, je trouve au contraire que nous avons une réponse aujourd'hui de Madame la Ministre et du gouvernement. Par le passé, je commence à avoir un peu d'ancienneté dans cette maison, ce n'est pas la première fois que le gouvernement nous apporte des réponses en séance à des sollicitations qui couraient depuis pas mal de semaines. Merci. Alors, je vais mettre aux voix Madame la Ministre. Oui, Monsieur le Président, je vais répondre très brièvement à votre interrogation. Il se trouve qu'on a discuté ce texte à l'Assemblée nationale et qu'à aucun moment la question des maisons familiales et rurales n'a été évoquée. C'est ainsi, personne n'a été saisi, ça n'est pas intervenu au cours des débats et pourtant il y a des députés qui sont dans des circonscriptions très rurales. Il y a 15 jours, nous avons reçu ces courriers au ministère du Travail, d'une part, au ministère de l'Enseignement supérieur, enfin c'était il y a 15 jours, donc c'était encore le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
qui est devenu depuis le grand ministère Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche. Et donc c'est au secrétariat d'État actuel qu'on a reçu le courrier et on l'a renvoyé au ministère de l'Agriculture en lui demandant de mener la concertation puisqu'il s'agit des acteurs qui sont placés sous sa compétence. C'est le principe de solidarité qu'évoquait tout à l'heure le sénateur Jean-Claude Lenoir. Et donc, nous avons simplement mis un certain temps à avoir la réponse. C'est le temps de la réponse venant du ministère de l'Agriculture qui a mis un certain temps, parce que la période était une période assez peu favorable, il faut bien le dire, était une période assez peu favorable, et qu'il fallait sûrement prendre le temps aussi de se saisir du sujet. Et la concertation, comme vous l'avez dit justement, ça ne se fait pas en 2 heures. Voilà pourquoi nous n'avons eu la réponse que très tardivement, malgré des relances, parce que il y avait ce dialogue qui n'était pas achevé. Alors, dans ce dialogue, effectivement, ce qui a été dit, c'est que d'abord, votre amendement qui est global n'est pas justifié parce qu'il est trop global. Par exemple, les stagiaires dans le milieu agricole, qui sont stagiaires dans les lycées agricoles, n'ont pas de problème de gratification. Ça ne pose aucun problème au lycée agricole. Le problème se pose bien uniquement pour les stagiaires qui sont un peu moins de 20 000, je crois, qui sont 30 000, 18 000 dans les lycées agricoles, 30 000 dans les maisons rurales. Eh bien, là, ça pose un problème. Mais dans la discussion avec ces établissements, le ministère de l'Agriculture a obtenu de leur part l'assurance que si on passait de 2 mois à 3 mois pour démarrer la gratification, elles en seraient d'accord. C'est par précaution que j'ai préféré vous dire, il faut tout de même que dans le décret, on reprenne nous-mêmes la tâche pour être bien sûr que cet accord est confirmé. Donc c'est une précaution supplémentaire de ma part que j'ai voulu prendre pour une réponse qui m'est arrivée effectivement un peu tardivement, comme ça arrive souvent, mais c'est par honnêteté et transparence envers vous que j'ai voulu vous dire, voilà, on voudrait confirmer. On est tout à fait d'accord pour que, soit par l'intermédiaire de la commission, ou soit directement, on vous fasse parvenir un texte consolidé après un approfondissement des consultations. Et ça peut se faire assez rapidement pour le coup. Voilà, l'explication totale. Je m'excuse, ça prenait un peu de temps, donc j'avais fait un raccourci. Merci Madame la Ministre. Alors nous votons sur cet amendement 116 rectifié. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Le 116 rectifié. Merci. Avis contraire. L'amendement n'est pas adopté. L'amendement 146 de la Commission, avis défavorable du Gouvernement. Madame Procaccia pour explication de vote. Sur cet amendement, moi je m'interroge dans la mesure où tout à l'heure on a évoqué sur une certaine disposition l'ANI de 2011 et que là, ça ne correspond absolument pas à l'ANI parce que lorsque les partenaires sociaux se sont mis d'accord en disant c'est des stages de 6 mois, ils auraient pu aussi se mettre d'accord sur le plafond qui certes n'a pas été augmenté depuis longtemps. Donc puisqu'on parle toujours de concertation, eh bien là aussi j'estime il faudrait un peu de concertation et il me semblait que dans les règles que nous nous étions fixées, quand il y avait des éléments qui concernaient les entreprises, on consultait les partenaires sociaux, ça n'a pas été le cas là. Merci, chers collègues. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent adopter cet amendement veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Abstention. Il est adopté. L'amendement 57 rectifié bis. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Il n'est pas adopté. L'amendement 16 tombe. L'amendement 82, avis favorable de la Commission, défavorable du Gouvernement. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire, il est adopté. L'amendement 96, pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Le 96, on est. Oui. Le 16 est tombé. Par l'adoption du 146.
D'accord. Merci. Alors attendez, nous en étions au 96. Pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Il n'est pas adopté. L'amendement 17, il est retiré. L'amendement 50 et 62 rectifiés de terre, pas de demande d'explication de vote. Que ceux qui souhaitent l'adopter veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Ils ne sont pas adoptés. L'amendement 95, pas de demande d'explication de vote, même vote. Même vote. L'amendement 150 du gouvernement, avec un avis favorable de la commission. Monsieur Revet, pour explication de vote. Oui, Monsieur le Président, il y a eu une interrogation, une suggestion qui a été faite tout à l'heure. Vous avez réussi cette performance à nous concocter cet amendement en l'espace de quelques dizaines de minutes. Peut-être qu'on pourrait, Monsieur le Président, reporter le vote de cet amendement dès lors que, en une semaine, puisqu'il va se passer une semaine, vous auriez la possibilité de nous apporter les éléments du décret, ce qui nous permettrait peut-être à ce moment-là de voter l'amendement que vous nous soumettez. Sinon, bien entendu, on vote négativement. Comment ? Oui. Je vais mettre au vote, chers collègues, sauf si la commission émet un avis contraire, mais Madame la Présidente. Simplement, oui, le rapporteur me rappelle de dire que c'est un avis du rapporteur puisque la commission n'a en effet pas vu cet amendement. Mais en même temps, si nous souhaitons que Madame la ministre puisse prendre un décret, il faut d'abord que nous votions le fait que la ministre prenne un décret. Donc je pense qu'il faut que nous adoptions cet amendement et ensuite, comme l'a proposé la ministre, elle pourra soit elle-même, soit si elle ne peut pas venir, Monsieur Le Foll, pourquoi pas, non c'est, si c'est Monsieur Le Foll toujours, qui est à l'agriculture, je ne sais plus, qu'il vienne à la commission, puisque cette disposition concerne le ministre de l'Agriculture, puisse venir nous présenter à la commission, pourquoi pas, la proposition de ce décret. Mais pour ce soir, il me semble que c'est important de le voter. Et je voudrais, puisque j'ai la parole, Monsieur le Président, rappeler à ma collègue Catherine Procaccia que nous sommes sur une proposition de loi qui a déjà été adoptée à l'Assemblée nationale et que dans ce cadre, il n'y a pas besoin ici de solliciter l'avis des partenaires sociaux quand il y a une disposition qui les concerne. D'ailleurs, vous-même, la semaine dernière, au moment du vote sur le don de jours de congé pour enfants malades, n'avez pas sollicité les organisations syndicales et n'avez pas mis en œuvre ce protocole, puisque c'était une proposition de loi qui avait été adoptée auparavant à l'Assemblée nationale. Donc ce protocole n'est pas à géométrie variable, il s'applique dans certaines règles, et la règle est celle-ci. Lorsque c'est une PPL déjà adoptée, nous ne sollicitons pas les organisations syndicales. En tout cas, c'est pour ça que Madame De Roche n'a pas souhaité le faire, alors que j'aurais souhaité que nous sollicitions, en effet, les partenaires sociaux. Merci. Madame Procaccia avait demandé la parole. Moi, explication de vote sur le 150. Contrairement à mes collègues, je le voterai, et je le voterai dans un esprit, c'est s'il y a une dérogation pour les maisons familiales et rurales, eh bien j'espère bien que dans l'avenir, la loi prévoira d'autres dérogations pour d'autres cas. Voilà pour l'examen de cette proposition de loi visant au développement et à l'encadrement des stages, un texte sur lequel les sénateurs ont largement œuvré pour améliorer les conditions de vie des stagiaires, avec notamment l'augmentation de leur gratification qui est passée de 436 à 523 € par mois. Finalement, députés et sénateurs sont parvenus à un compromis sur ce texte. Le texte a été définitivement adopté par le Parlement à la fin du mois de juin, le 26 juin très exactement, avant d'être publié le 11 juillet dernier. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site sur publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.